Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie des previews NBA pour la saison 2022-2023 de chez Dunk Hebdo. On se retrouve après l'épisode consacré au cancre avec celui du ventre mou qui va se battre pour le play-in, voire un peu plus. Pour ce faire, on a encore 4. Je vais commencer par les rookies. D'abord, Gabin. Comment ça va, Gabin? On ne parle pas de tes Raptors dans cette partie. Bonne nouvelle. Ah non, hors de question, eux, ils jouent l'avantage du terrain. Mais on en parlera plus tard. Ça va super, merci. Et puis, on ne parle pas non plus de son équipe. De Philadelphie, c'est Amine. Comment ça va, Amine? Très bien, très bien. On va parler de bataille pour le play-in principalement aujourd'hui. Et puis, Tom. Alors, en fait, on parle d'aucune de vos équipes, donc ma relance, c'est un peu difficile. Mais comment ça va, Tom? Ça fait très bien. Comment on se met en jambes pour des previews, parce qu'on commence à en avoir fait beaucoup de previews. Nous, comment on se met en jambes, Tom? Ben, tu écoutes ce qui se fait ailleurs, tu compares avec ce que toi tu penses, et puis parfois tu vas te perdre dans des rabbit holes de franchise pour savoir ce qu'ils pensent vraiment et voir où tu en es, notamment sur certains joueurs. Alors, je tombe aussi parfois dans l'anglicisme, mais rabbit hole, on pourra dire trou de souris, effectivement. Et voilà, c'est vrai que c'est vrai qu'on peut tomber dans ce genre de problème. Du coup, comme pour la première partie, on reste sur la même méthodologie. On prend l'article de Kevin Pelton d'ESPN avec ses prédictions sur le bilan de chaque équipe. Encore une fois, c'est une preview de la saison régulière. Et donc on va comparer en remontant les équipes une par une à l'ouest comme à l'est. Toujours avec une question directrice. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes d'écoute, mais aussi sur YouTube où on commence à chapitrer nos émissions, parce que ce genre d'émission, on sait que parfois les fans de franchise, je le fais dans d'autres sports, aiment bien avoir le contenu sur leur franchise. Et puis aussi sur Twitter. On marque une petite pause et puis c'est parti. On s'envole du côté de la Californie. Les Sacramento Kings qui sont annoncés d'après le classement de Kevin Pelton à 36,5 victoires juste en dehors du play-in, 11e à l'ouest. L'année dernière, les Kings, c'est 30 victoires pour 52 défaites, 25e attaque, 27e défense. Notre question fil rouge à propos des postes 2 et 4. Mike Brown pendant la pré-saison, voilà, il a un peu joué au poker menteur avec ces postes-là. Qui joue, qui jouera pas. Il y a eu l'investissement autour de Kevin Huerter. Il y a eu la draft de Keegan Murray. Gabin, est-ce que ces deux postes seront clés pour la saison des Kings? Ouais, totalement, parce que les trois autres joueurs sur le 5 de départ sont connus et on aura donc De'Aaron Fox point guard, Harrison Barnes, small forward et Sabonis donc en 4 ou en 5. Ces trois-là sont locks, c'est évident. Ensuite, Mike Brown a annoncé qu'on aurait Kevin Huerter au poste 2. Donc normalement, je pense qu'il va démarrer une bonne partie de la saison poste 2. On verra ensuite si on a besoin de le changer. Après, Kevin Huerter, c'est un joueur... on va lui demander, je pense, la même chose que aux Hawks, c'est-à-dire attraper des catch and shoot et les mettre. Aux Hawks, par exemple, 85% de ses shoots venaient de passes décisives et il était à 38% de réussite, donc c'est très bon. Si les Kings peuvent s'offrir un joueur à 3 très efficace, ça va dynamiser l'attaque. Et ensuite, il y a deux options pour moi. Soit tu mets Sabonis en 4 et Richaun Holmes poste 5, et donc tu as une line-up un peu plus défensive qui peut protéger le cercle avec Richaun Holmes. Donc c'est très utile les soirs de match où il y a des grands pivots du genre Jokic qui viennent jouer en ville pour pas se faire trouer en défense. Ou alors, t'acceptes de toucher le fond en défense, pas forcément le fond, mais t'acceptes de te faire dégommer, et de l'autre côté tu es efficace en mettant Keegan Murray le rookie en 4 et Sabonis en 5. Donc maintenant, faut que Mike Brown choisisse, soit il essaye de faire défendre son équipe, soit on essaye d'être une très très bonne attaque. Moi, je pense qu'ils vont partir sur Keegan Murray 4 et Sabonis 5, et que sur certains match-ups, ça peut être très efficace de changer en mettant Richaun Holmes en 5. T'en penses quoi, Amine? Effectivement, cette draft de Keegan Murray et Mike Brown, rappelons que c'est un coach qui a un ADN défensif, notamment du côté de son passage assistant coach du côté des Warriors. Est-ce que ces deux postes-là, 2 et 4, sont la clé de la saison des Kings? C'est possible qu'ils soient les postes clés. En tout cas, avec cet effectif, bien que Mike Brown soit un coach plutôt de défense, je pense qu'ils ont un roster où ils doivent jouer l'attaque à tout prix, en fait. Ils n'ont pas assez d'armes sur le plan défensif
pour sacrifier l'attaque, mettre Richaun Holmes et Sabonis sur les postes intérieurs, tu sacrifies de l'attaque en fait, parce que tu embouteilles un peu ta raquette et tu te retrouves avec une attaque moins intéressante qu'avec un très bon spacing en intégrant le rookie Keegan Murray qui a l'air totalement ready sur le plan offensif. Donc moi, je pense que le salut des Kings passera par tout jouer pour l'attaque et là-dessus ils ont une équipe plutôt bien construite pour attaquer. Par contre en défense, ça sera un autre problème, ça c'est sûr. Voilà. C'est vrai, effectivement, les Kings en défense, toutes les stats aujourd'hui, à part quand c'est pas indiqué, viennent de Cleaning the Glass. Et sur le site que tu connais bien, Tom, Cleaning the Glass, quand tu es mauvais, c'est en bleu. Et le rating défensif des Kings, oula, il faut remonter, il y a beaucoup de bleu, hein, c'est l'océan Atlantique. Il faut remonter à 2006-2007 pour les voir dans le top 15 en défense. Tom, pour un peu prolonger, est-ce que c'est ça, les postes 2 et 4? En fait, c'est plutôt du côté offensif que se fera la clé. Oui, c'est ça. Oui, ça se fera là, je pense. Je crois pas du tout à par exemple, un too big line-up avec notamment Richaun Holmes et Sabonis, tout simplement parce que l'an dernier, Richaun Holmes, il a eu des problèmes un peu personnels qui l'ont écarté de la deuxième partie de saison quand Sabonis est arrivé. Mais l'an dernier, ils ont joué que 15 possessions tous les deux sur le parquet. Et le plus gros line-up qui était utilisé avec Sabonis, c'était justement en dehors des 3 joueurs majeurs qu'a cité Gabin, c'était avec Justin Holiday, mon chouchou que je salue, et Trey Lyles. Et globalement, je pense que le skill set de ces 2 joueurs-là est plutôt bien répliqué en fait par Huerter et Keegan Murray. Et surtout que Keegan Murray c'est un haut choix de draft, donc je pense qu'il devrait être inscrit dans le 5 majeur. Donc oui, pour moi, c'est l'attaque avant tout, puisque on a vu que l'an dernier, quand Sabonis était sur le terrain, notamment avec Fox, qu'ils étaient dans le 76e percentile offensivement. Donc je pense que c'est quelque chose qui devrait perdurer pour leur permettre au moins d'espérer le play-in. Mais encore une fois, tu vois, le play-in, et si on pense peut-être à la 10e place, ça te garantit pas la post-season et bien au contraire, en fait, faut quand même gagner 2 matchs pour pouvoir accéder aux playoffs. Rappelons que tous les 10e ont perdu, mais ça serait peut-être le match avec le plus d'enjeux pour les Kings en 15 ans, quand même, s'il y avait... c'est assez fou à dire. Je suis assez d'accord avec vous, on va revenir, comme d'habitude, à chaque fois, la dernière petite partie sur l'équipe, on va revenir sur ce qu'on pense de ce classement d'ESPN. Moi, je tiens juste peut-être à réhabiliter un peu Kevin Huerter, qui, je pense, a un poste 2 solide dans le catch and shoot, qui fait beaucoup de choses. La deuxième partie de saison avec Macmillan, quand Macmillan avait pris le pouvoir après Lloyd Pierce, il avait été très bon défensivement. Je pense que c'était un peu une parenthèse enchantée comme beaucoup de cette équipe des Hawks, mais c'est un catch and shooter qui est desservi par le fait que les meneurs ball dominant en NBA ont décidé de plus défendre. Qu'en fait, on le met dans un rôle défensif qui n'est pas le sien. Donc c'est ça qui est un peu, mais je trouve que c'est un joueur qui peut être intéressant, qui va, comme l'a dit Gabin, amener beaucoup de shoots de leur côté. À voir s'ils arriveront défensivement, ça risque quand même d'être compliqué. Hein. Ils vont toujours être vraiment à la rue au niveau de la défense du cercle. 36,5 victoires, 11e à l'ouest annoncé par Kevin Pelton et ses statistiques à ESPN. Gabin, je sais que toi, tu ne crois pas en cette position d'équipe juste au portique, hein, avant les playoffs, avant le play-in, justement, tu les vois arriver au play-in. Moi, je trouve je suis beaucoup plus rassuré par l'effectif des Kings que par exemple les Blazers ou les Lakers dont on va parler juste après. Même s'ils ont des joueurs, le meilleur joueur ne sera jamais celui des Kings entre ces 3 équipes. Mais après, en fait, quand je vois que l'année dernière ils ont fait une saison mauvaise, hein, ils ont fini 12e. Je me dis, ils avaient le 27e defensive rating. Ils vont forcément faire un peu mieux parce que tu peux pas faire pire. Comme t'as dit, tout était en bleu. Ah, méfie-toi. Je me dis, Mac Brown. Tu vois, on n'est plus sous Luke Walton. Mac Brown, il a l'air d'avoir envie d'apporter une identité défensive à l'équipe. S'il arrive à faire défendre Fox, Huerter, Murray, on sait que c'est un bon défenseur après avoir ce qu'il peut donner en NBA, et Sabonis. L'équipe, je dis pas que ça va être une bonne défense, mais on peut limiter un peu la casse. Et ensuite, en attaque, moi, je suis très optimiste pour l'attaque parce qu'en fait, là, Fox, ça va être son année pour briller. Il va être dans des conditions optimales parce que c'est un joueur qui adore driver et attaquer le cercle. Et autour de lui, on a mis que des joueurs qui peuvent spacer et jouer à 3 points. Et donc, Fox va s'éclater.
Je te coupe, Gamin. Est-ce que du coup, ça met pas en difficulté le 5 Holmes, il est pas viable, du coup? Non, il est pas viable en attaque. C'est ça qui me dérange. Parce que si tu mets Holmes dans la raquette, tout de suite, Fox il va se manger le pivot adverse quand il va vouloir attaquer. Alors qu'avec Sabonis, on peut écarter. Et, je pense que le duo Fox-Sabonis, ça va pas être des footballs de guerre. Ouais. Non, mais je comprends. Je comprends. Ouais, l'idée. Il va pouvoir driver et sortir à ses copains à 3 points. Donc, je pense que c'est une équipe qui peut surprendre offensivement et qu'on n'attend pas forcément. Et en saison régulière, c'est que l'attaque joue énormément, ça peut surprendre beaucoup d'équipes. Après, en play-off ou en play-in, s'ils arrivent en play-off, je m'emballe. En play-in, déjà, dans les matchs à enjeu, quand va falloir se mettre sérieusement sur la défense, là, je me suis beaucoup plus inquiet. Mais en saison régulière, pour moi, ça peut passer. Donc, c'est une équipe 10, en fait, qui gratte un spot. Ouais, voilà, 9-10, quoi. Okay. Et après, l'argument que j'avais totalement oublié, c'est vrai que dans leur division, il y a 4 équipes beaucoup plus fortes. Enfin, beaucoup plus fortes. Il y a les Lakers, donc ça, on va en parler, mais le problème comparé à leur concurrence, c'est que ils ont, je pense, la division la plus corsée cette année, et malheureusement, ça peut jouer en leur défaveur. À leur décharge, c'est peut-être l'équipe la moins dysfonctionnelle de l'intersaison dans cette division avec les Clippers. On va en parler. La Pacifique, c'est ouais, il y a le drama, soleil, c'est la dramatique. Non, mais... du coup, je sais que on va enchaîner les gars parce que je sais qu'Amine et Tom, vous étiez plutôt d'accord avec ce classement de 11e. Pour vous, ça reflète plutôt bien ce qui se passe. Je pense qu'on est d'accord pour dire que l'espoir des Kings, c'est une chute d'en haut. En fait, qu'une équipe qui est une catastrophe en haut, ce qui arrive parfois, une star qui se blesse, etc. C'était le cas de l'équipe suivante dont on va parler, les Blazers, qui sont à 0 points juste au-dessus. Juste au-dessus, donc 10e au play-in selon ce classement Kevin Pelton d'ESPN. L'année dernière, les Blazers, dans une saison difficile avec la blessure de Damian Lillard, 27 victoires, 55 défaites, 27e attaque, 29e défense. Autant l'aspect défensif est plutôt habituel, l'aspect offensif est un peu nouveau. Tom, ça fait plusieurs semaines que tu ronges ton frein, même pendant le DH20, je sais que tu voulais limite parler de ce sujet-là, la défense des Blazers. Il y a eu l'ajout de Jeremy Grant, de Gary Payton. C'est une défense qui, historiquement, sur les dernières années, n'est pas très bonne. Est-ce que ça peut leur permettre de sortir des bas-fonds défensifs, ces ajouts-là? Je pense qu'en fait, ils ont fait avec ce qu'ils avaient, les moyens qu'ils avaient, ils ont fait je pense la meilleure intersaison qu'ils auraient pu faire vraiment. Je sais pas ce qu'ils auraient vraiment pu faire de plus, à part peut-être ajouter un défenseur à l'aile type Kyle Anderson. Mais bon, ils ont plutôt choisi Gary Payton Jr. Non, Gary Payton 2, pardon. Gary Payton 2. Ouais, donc moi je trouve que c'est voilà, moi je suis un peu dubitatif sur les ajouts, même s'il y a beaucoup de capacités athlétiques qui vont parfois peut-être leur permettre de générer un peu de chaos sur de la transition ou de générer des interceptions ou des choses comme ça, parce que c'est une équipe qui historiquement force très peu de pertes de balles adverses. Je pense que globalement, schématiquement, c'est une équipe qui va pas être bien meilleure défensivement. Je les vois difficilement sortir du bottom 20, tout simplement, enfin du bottom 10, tout simplement parce qu'en fait, ils ont gardé Damian Lillard et Jusuf Nurkic du coup sur la base défensive, et ils ont enjolivé ce qu'il y avait autour, mais ça reste en fait le même cœur et le même noyau. Et la problématique, c'est que ça va être les joueurs qui vont essentiellement être ciblés sur les débuts d'action. C'est une équipe qui gagnerait peut-être à être un petit peu plus agressive et à faire un peu comme ce que Minnesota a fait l'an dernier, notamment en étant très agressif sur le porteur de balle et d'utiliser au maximum et au mieux les capacités athlétiques de gars comme Jeremy Grant ou de gars comme Justice Winslow pour jouer les roamers et être les deuxièmes protecteurs de cercle. Parce qu'en fait, sinon, ils sont condamnés à jouer le drop et ils iront pas loin, parce que Anthony Simmons et Damian Lillard ne se battent pas en fait sur le point d'attaque, sur les écrans. Effectivement, c'est la même problématique sur les 3 points, qui sont notamment les 3 points à les mi-distance. On se souvient que certains joueurs ont vraiment fait leur beurre sur ça. Les Blazers, les 3 dernières années, c'est 29, 24, 29 à ce niveau-là en NBA, donc c'est toujours aussi compliqué. Si on est d'accord sur ça, Amine, je te laisse réagir sur la défense et peut-être du coup sur ce classement des Blazers juste à l'entrée du play-in. Du coup, du côté d'ESPN, est-ce que c'est quelque chose avec une prédiction avec laquelle tu es d'accord? Oui, je pense qu'ils sont dans le range où on devrait les retrouver.
Ce qu'a dit Tom est très juste. La rotation à l'intérieur en plus avec Drew Eubanks pour prendre des minutes derrière Jusuf Nurkic, ça me paraît compliqué. Déjà que Nurkic a du mal à tenir le rythme sur toutes les minutes qu'il a. Je pense qu'ils ont les mêmes problématiques de défense, mais ils ont un plancher offensif assez élevé, avec l'ajout notamment de Josh Hart à la trade line dernière, en plus de des joueurs qui ont été ajoutés là récemment. Un joueur intelligent, un très bon role player. Il y a des bons role players, mais en fait ils ont renforcé leur défense à l'aile, mais on se retrouve avec les mêmes problématiques sur le backcourt et sur l'attaque, sur le center pour la défense. Donc moi je trouve que 10e, on est plutôt pas mal. Ça pourrait être un petit peu plus haut peut-être en fonction des performances de Damian Lillard, mais on est plutôt pas mal sur le classement. Ça veut dire, Amine, qu'on n'est plus sur une équipe qui pouvait espérer. C'était pas fou l'année dernière à cette période-là de voir les Blazers annoncer avec l'avantage du terrain. Maintenant, ça semble bien plus compliqué de les voir à ce niveau. Ça semble plus compliqué parce qu'il y a. Si on compare par rapport au Portland qui faisait régulièrement 4e, 3e il y a quelques années avec Lillard, McCollum, c'est pas une équipe foncièrement bien inférieure, mais par contre à l'Ouest c'est devenu la guerre en fait. Donc notamment cette année avec des retours de blessures dans certaines équipes qui ont sous-performé l'année dernière, je pense que ce sera compliqué d'aller plus haut que la 9-8e place pour Portland cette année. Après offensivement ils sont bien moins bons qu'avant, hein, parce que oui. Simmons, il a pris une place dans la rotation, mais quand tu regardes l'an dernier, Simmons c'était le 3e voire 4e guard offensif, parce que tu avais aussi la production offensive de McCollum et la production aussi offensive de Norman Powell. Oui. T'as pas de joueurs efficaces comme ça qui ont rejoint leur rang. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est pour ça, Gabin, que t'es un peu moins chaud sur eux? Parce que clairement, on va le dire, l'équipe que tu fais redescendre d'un cran pour faire accéder les Kings au play-in, ce sont ces Blazers. Malheureusement, pour les Blazers, oui, je les vois à la place du con, donc le 11e. Pour moi, le trader McCollum, je pense pas que ça soit une bonne idée, parce que finalement, là, ils sont un peu améliorés en défense. C'est-à-dire que tu peux faire des line-up avec Jeremy Grant et Josh Hart post 3-4. Donc oui, c'était un peu mieux. Mais comme l'a dit Tom, en fait, tu gardes Lillard Nurkic, donc ça va quand même être une mauvaise défense. Est-ce que ça valait pas mieux de garder McCollum? Parce qu'au moins, il t'apportait des certitudes sur le fait que tu vas être une bonne attaque, avec une attaque avec des isolations Damian Lillard, McCollum. Au moins, en attaque, tu vas tourner. Même si en défense, tu te fais éclater de l'autre côté. Là, j'ai l'impression que l'équipe va être moyenne moins des deux côtés. C'est-à-dire que ça va être une défense vraiment pas terrible et une attaque correcte. Tu ne crois plus en Damian Lillard? Si, mais il est trop seul pour moi. Après, on a Jeremy Grant qui peut apporter des choses, mais je préférais largement avoir McCollum et que l'équipe se fasse éclater en défense plutôt que là être. En fait, ils ont voulu équilibrer, mais du coup, je trouve qu'ils sont pas très bons. Il y a aucun domaine où ils vont exceller. Je sais pas si c'est plutôt un pari sur l'avenir avec le joueur potentiel et une fin de cycle avec McCollum plutôt. Mais oui, c'est ça. Parce pourquoi pas. Quand tu regardes bien, par exemple, quand tu prends Anthony Simons, c'est un joueur qui fonctionnerait bien avec Lillard, mais je pense que CJ McCollum fonctionnerait mieux sans Lillard que lui. Faut avoir notamment sur tout ce qui est jeu intermédiaire en fait, puisque vas-y. Notamment sur tout ce qui est jeu intermédiaire, parce que voilà, c'est pas un joueur qui provoque énormément de lancers francs, c'est un joueur qui est très dans le shoot. Alors oui, c'est un excellent shooter à 3 points, sur tout ce qui est catch and shoot, pull-up, il a toute la panoplie, mais pour tout ce qui est mi-distance, le jeu à aller chercher les contacts, le flotteur et tout ça, il est un petit peu en deçà. Et c'est là où t'avais le vrai apport de McCollum, c'était ça pour moi, c'est-à-dire que les possessions où Lillard ne touchait pas la balle, il pouvait vraiment se reposer et savoir que McCollum allait pouvoir gérer toute la possession seul et obtenir quelque chose, quoi. Là où pour Simone, ça peut être plus compliqué parce que l'année dernière, il a fait une excellente saison par rapport à ce qu'on pouvait attendre de lui, mais là, il a attendu au tournant dans un rôle de deuxième initiateur. C'est pas la même chose. À l'Ouest. Mais juste pour finir, moi, je préférerais largement voir Gary Payton 2 prendre la place de titulaire, en fait, pour apporter une bonne défense au moins sur le meilleur guard adverse et laisser Simmons, comme l'année dernière, en fait, jouer en backcourt et avoir le contrôle de la deuxième unité. Et en fait,
l'attaque, à la limite, tu peux tourner sur Damian Lillard et Jeremy Grant pour ton 5 de départ. Pour moi, ça, c'est une option plus viable que mettre Simmons en 2 directement. Alors, on va donner ton Twitter, Gabin, pour les fans des Blazers, du coup, qui sont très chauds. Je vais me faire exploser. Hein. Du coup, on va donner ton adresse et ouvre tes DM, surtout. Du coup, on va continuer avec les Lakers. On reste à l'Ouest. Hein. C'est beaucoup d'Ouest pour ce début de podcast sur les équipes du ventre mou, bas ventre mou. Les Lakers, annoncés à 36,8. Hein. Les Kings, Blazers et Lakers sont très très proches les uns des autres. L'année dernière, 33 victoires, 49 défaites, 23e attaque, 24e défense. On l'a vu durant le Media Day. L'idée, c'est vraiment de couronner un peu Anthony Davis et de le mettre en option numéro 1. La question, est-ce que c'est viable? Je vais vous crier la priorité. Je vais commencer là-dessus. Pour moi, c'est uniquement viable si on retrouve le Anthony Davis de 2020, de la première saison du côté des Lakers. Pas forcément celui de la bulle. Je pense il y a un consensus. Celui de la bulle n'existe plus. En tout cas, c'était une parenthèse enchantée. Si on retrouve un joueur capable d'être très efficace en tant que rollman, ce qu'il n'a pas été la saison dernière, c'est inadmissible de voir Anthony Davis 43e pourcentile en rollman. Si on le revoit dans le bon quart NBA, ce qu'il avait été dans sa première saison du côté des Lakers, un joueur capable de sanctionner sur des longs 2. On en parlait en off, les gars, mais sur les longs 2, Davis est passé de 43% de réussite sa première saison en Lakers à 28%. Il s'est effondré et je trouve que si tu veux avoir une première option viable avec Anthony Davis, il faut qu'il soit capable d'être rollman, il faut qu'il soit sur du pick and pop un petit peu, pas forcément un 3 points, sur du long mi-distance, et il faut qu'il soit capable de sanctionner à l'intérieur. Bizarrement, ça c'est un truc qui a jamais été trop dit, mais Davis n'a jamais été un immense finisseur à l'intérieur, mais il faut qu'il retrouve une petite touche et ça peut être, je pense, une option 1 viable, mais il faut que dans ce système 4 out, 1 in, qui est très bien expliqué par les fans des Lakers en ce moment, il faut qu'il soit capable d'un peu s'écarter pour laisser de la place au drive. Amine, je sais que t'étais pas trop inspiré par cette question. Du coup, est-ce que pour toi c'est viable? Parce que si ça t'inspire pas trop, est-ce que c'est viable? Moi, j'ai tendance à penser que non. Maintenant, le truc, c'est déjà quel Anthony Davis on va avoir cette année. C'est une question, je pense que pas grand monde n'a la réponse. Parce que ça commence à faire un petit moment qu'on n'a pas revu, depuis la bulle justement, on n'a pas revu le Anthony Davis qu'on a envie de voir. Moi, je pense que même pour permettre à Anthony Davis d'être meilleur, il faut que ça tourne plutôt autour de LeBron. Même si LeBron a 37 ans, on le sait tous et tout. Je pense que même pour permettre à Anthony Davis d'être dans les meilleures dispositions dans ces Lakers-là, il faut qu'il soit numéro 2 en fait. Et une attaque qui tourne autour d'un non-initiateur principal comme Anthony Davis. Moi, je connais bien à Philadelphie ce genre d'organisation. Je pense que c'est pas viable pour aller très très loin en fait. Peu importe le niveau de ton intérieur dominant, il faut que ton attaque tourne autour d'un. C'est pour ça qu'à Philadelphie, on a été chercher James Harden. À Los Angeles, il y a LeBron James, donc l'attaque doit tourner autour de LeBron James selon moi. Gabin, Tom, je te lance. Est-ce que du coup, je vais rebondir sur ce qu'a dit Amine. Est-ce que pour aller très haut, ce n'est pas viable, mais est-ce que les Lakers ont le potentiel d'aller très haut avec cet effectif-là? Je pense quand même, parce que c'est quand même une équipe qui a LeBron James et Anthony Davis. Donc c'est difficile en fait, ces deux joueurs qui sont quand même classés dans le DH20. Normalement, quand tu as deux joueurs qui sont classés dans le DH20, tu es censé pouvoir aller faire les playoffs. Surtout que tu en as un dans le top 10 et un dans disons la moitié du top 20, enfin la moitié entre les 15 et 20. Donc je pense que c'est quand tu as deux joueurs comme ça sur des postes sur des postes vitaux en NBA, je pense que tu as quand même les moyens. C'est ce qui est autour qui te limite. Par rapport à Anthony Davis, peut-être que d'un point de vue ballon, ça va pas être autour de lui que l'attaque sera centrée, mais peut-être qu'on verra cette année les Lakers faire un petit peu plus de dribble and off, des choses comme ça. On verra peut-être les Lakers faire plus de ducking pour lui à l'intérieur pour qu'il puisse abuser un mismatch rapide. Peut-être qu'on verra un Anthony Davis, par exemple, qui
court beaucoup plus en transition pour avoir déjà le mismatch quand il arrive de l'autre côté du terrain et avoir une passe facile pour seal déjà son défenseur quand il arrive et avoir des. Je pense que c'est plus dans ce côté-là que l'attaque tournera autour de lui, pas forcément. On va le jouer en ISO à chaque fois pour qu'il attaque quelqu'un arrêté, mais plus dans le côté utiliser sa vitesse et ses capacités pour générer des choses autour de lui. C'est-à-dire que un peu, alors ça va peut-être sembler blasphématoire, mais peut-être utiliser un peu à la manière de Steph Curry, utiliser le danger que lui peut emmener au cercle sur un mismatch pour pouvoir libérer quelqu'un d'autre à 3 points par exemple. Des choses comme ça. Plus dans ce registre-là que vraiment domination, ball en main et faire tourner l'attaque autour de lui à la Jokic ou Embiid. Gabin, l'attaque d'Anthony Davis, c'est le chrono nous oblige. Alors, ce bilan du coup des Lakers à la 9e place, du coup, d'abord Anthony Davis et le bilan à la 9e place. Je t'en prie, Gabin. Mais Anthony Davis, pour moi, il y a trop d'incertitudes, mais là, je vais devoir encore parler des blessures. Il est encore blessé au bas du dos. Enfin, c'est la pré-saison. C'est de la pré-saison, mais est-ce que là, c'est l'année où on va enfin le voir jouer plus de la moitié des matchs? Enfin, donc ensuite, il y a ça comme incertitude pour Anthony Davis. Après, faut qu'il accepte son rôle. C'est-à-dire, des fois, il a vraiment envie de jouer de loin et il pense qu'il est Karl Anthony Towns. Et en fait, Anthony Davis, j'ai l'impression qu'il y a le joueur qu'il veut être et le joueur qu'il est vraiment. Et il n'arrive pas à accepter vraiment ce qu'il doit faire pour être le plus efficace possible sur le terrain. C'est-à-dire, faut qu'il arrête de jouer à 3 points parce que même si en 2020 il en mettait des 3, là cette année il a tourné à 18,6%. C'est même pas très peu, c'est horrible. Et en fait, ça m'énerve de le voir jouer à 3 parce que je me dis à l'intérieur, il a montré tellement de capacité que c'est dommage de continuer à l'envoyer. Enfin, des fois, première option, il arrive, il se place en dehors des 3 points. Mais dis, mais arrête, ce n'est pas toi. Oui, mais s'il y a un pivot à côté de lui qui, lui, ne peut rien faire du tout et qui ne peut que finir au cercle, si tu peux pas être tous les deux en dessous du cercle et non, personne dans les coins, en fait. Mais cette année, il y a Thomas Bryant qui peut shooter. Je suis vraiment pas satisfait des recrues, hein. Parce que justement, je vais en parler. Deuxième incertitude, il y a que 6 joueurs qui étaient présents en 2022 qui sont encore dans l'effectif, plus le coach a changé, donc maintenant c'est Darvin Ham. Donc déjà, moi, les recrues, je les trouve pas exceptionnelles. Les problèmes n'ont pas du tout été réglés. Et en plus, va falloir un petit temps d'adaptation pour que tout ce beau monde apprenne à jouer ensemble. Et en fait, ça fait beaucoup d'incertitudes et j'arrive pas. Pour moi, 9e, en fait, c'est un niveau plancher. Pas déconner. Ils vont pas encore louper le play-in. Mais j'arrive pas à vraiment me dire qu'ils vont aller battre les équipes d'au-dessus. Même si les joueurs qu'ils ont, LeBron et Anthony Davis, peuvent largement être le meilleur joueur du terrain à chaque fois. Les meilleurs joueurs. Amine, je t'ai vu lever la main, c'est tellement scolaire que je suis obligé de te donner la parole. Vas-y. En fait, je voulais revenir sur quelque chose. Ce qu'a dit Tom tout à l'heure en disant que avec 2 joueurs DH20, normalement tu vas en playoff. Le problème, c'est que c'est un LeBron vieillissant et un Anthony Davis qui est dans le DH20 parce que on le respecte encore trop. La question, c'est de savoir. La question aussi est de savoir. Là, Darvin Ham a fait une déclaration, a annoncé son starting 5 et moi, ça m'inquiète beaucoup. Il annonce Westbrook, Kendrick Nunn sur les postes de guard et un backcourt avec LeBron en 3, AD en 4 et Damian Jones au poste 5. L'autre chose qu'a dit Tom, c'est que à un moment donné, je comprends pourquoi AD ne joue pas poste 5 en saison régulière parce que ça lui évite d'aller à la bataille toute la saison. Mais je pense que à un moment donné, avec ce roster-là, AD doit jouer poste 5, LeBron doit jouer poste 4, que Kendrick Nunn, je n'ai pas souvenir de l'avoir vu beaucoup défendre, qu'il y a des joueurs qui défendent quand même. La construction de l'effectif est un petit peu meilleure que l'année dernière. Si on intègre justement un Patrick Beverley à un moment donné, pour moi, il fait plus sens que Russell Westbrook que dans le 5 majeur. C'est dur à dire.
On sait qui est Russell Westbrook, mais il fait plus sens dans ce roster-là où il aura pas la balle, où il va défendre du mieux qu'il peut et où LeBron aura la balle dans les mains. Donc pour moi, c'est déjà les prémices de ce qu'on voit en pré-saison sont pas très rassurants et je suis pas sûr que, en fait, ça peut être tout ou rien. Ça peut être bien mieux que ce qu'on voit là maintenant si ça quelque chose qui clique, que AD retrouve son niveau, etc. Mais ça peut être pire, ça peut encore rater le play-in en vérité. Après, peut-être que c'est juste le 5 qui débute et puis après 30 secondes, enfin 2 allers-retours. Moi, c'est voilà, juste comme ça, tu sais la Keith Bogans, où tu sais que voilà, t'as le 5, ok sur le papier c'est ça, mais après temps mort après je sais pas moi 1 minute, Westbrook sort, machin, Beverly rentre, machin et après un 5 diplomatique quoi. Voilà, un 5 diplomatique, c'est exactement ça. Moi, je suis Darvin Ham. Même si je dois perdre mon poste, je mets Westbrook sur le banc et il peut exploser les secondes units en fait. Hein. Il peut aussi exploser le vestiaire. Il explose le vestiaire. Mais non, là en janvier. Même pour lui, il peut s'éclater à jouer. Quoi. Enfin, en première, dans le 5 de départ, tu laisses LeBron et Davis faire leur jeu. Tu fais rentrer Beverly qui est, c'est triste à dire, mais le meilleur shooter de cet effectif. Et en seconde unit, après, tu nous fais une Westbrook 2015 où en fait tu joues tout seul et t'exploses tout le monde. Mais franchement, je pense que si nous on le voit, ouais. Eux ils le voient aussi. Mais s'ils le font pas, c'est qu'ils ont ils ont de bonnes raisons de ne pas le faire, tu vois. Mais... C'est ça parce que nous on n'a pas nous on voit le papier, la partie théorique, mais eux ils ont les dynamiques humaines. Ils ont un aspect aussi et on est obligé d'avancer parce qu'on prend beaucoup trop de temps, les gars. Je sais les Lakers. Il y a le salaire aussi, hein. J'ai plus la 47 millions sur le banc. J'ai oublié en football américain une expression sur le salaire. Tu peux pas, il y a un moment tu peux pas mettre certains joueurs sur le banc en fait. Enfin, ça n'a aucun sens. Enchaînons parce que je sais les Lakers, ça fait beaucoup parler. Alors là, on passait des Lakers à Indiana, il faut se mouiller la nuque. Du coup, on va passer du côté d'Indiana. La première équipe de l'Est dont on parle dans cet épisode, c'est vrai qu'après le premier épisode, dans les prédictions d'ESPN, il y a un vrai gap avec ces Pacers qui sont annoncés à 38 victoires. On va y revenir, c'est peut-être ça le plus intéressant avec eux. L'année dernière, 25 victoires, 57 défaites, 15e attaque, 28e défense. Amine, j'ai toujours pas commencé un segment par toi, donc je vais commencer par toi. Je vais pas te lancer sur la question. Je suis un peu taquin. Est-ce que c'est une des équipes pour lesquelles le classement d'ESPN te fait tiquer, du coup? Oui, beaucoup. Moi, je les vois beaucoup plus faibles que ça. C'est une équipe jeune. Le roster est bien construit, hein. Il n'y a pas de problème. Haliburton va avoir le ballon dans les mains. Il va avoir des shooters autour de lui qui vont lui offrir du spacing. Limite presque un spacing optimal si on imagine donc Miles Turner rester comme ça a l'air d'être le cas. À côté de ça, je pense que les joueurs sont trop jeunes et pas assez rompus à la bataille pour être à ce niveau-là. Pour moi, en plus, c'est toujours difficile avec Indiana parce que même quand on imagine qu'ils peuvent tanker, ils ne le font pas forcément. L'année dernière, c'était un peu une première parce qu'ils ont toujours tendance à vouloir être le meilleur possible. Mais cette année, avec ce qu'on vient d'entendre, avec la draft qui semble être une des meilleures depuis très longtemps, avec un prospect générationnel attendu en 1, un deuxième qui a l'air pas mal du tout non plus, je vois mal pourquoi les Pacers iraient se battre pour un play-in qui ne leur apporterait pas grand-chose avec cette équipe de jeunes. Et je pense que ça va plutôt essayer de bien développer autour de Haliburton, de Chris Duarte, de Bénédicte Mathurin, de Jalen Smith. Ils ont vraiment une armée de jeunes intéressants à développer. Donc moi, je pense que ça sera plus bas que ça en fait. Les Pacers, ça sera un niveau plus bas. J'ai lancé à Amine petit cadeau sur le classement d'ESPN. Revenons à la question directrice quand même, messieurs. Tyrese Haliburton avec carte blanche, ça donne autre chose que le MIP. Gabin, est-ce que Tyrese Haliburton, ça joue le MIP cette année? Ça joue, mais ça ne l'est pas. Oh, comment il peut dire ça? Alors, calmez-vous. Le MIP, je suis allé voir un peu les 5 dernières saisons. Quel genre de profil gagne? Et pour moi, il y a 2 critères qui rentrent en compte. C'est déjà améliorer, avoir un meilleur rôle dans son effectif et améliorer ses stats. Donc ça, Haliburton avec carte blanche, il est tout à fait capable de devenir leader de son équipe et de faire de bien meilleures stats. Par contre, le deuxième point, c'est qu'il faut faire gagner son équipe. C'est-à-dire que si ton équipe est dans les bas-fonds, t'as très peu de chances de l'avoir. Et par exemple, quand on regarde sur les MIP précédents,
On a eu Ja Morant, il a amené son équipe deuxième à l'Ouest en étant la première option. Julius Randle, les Knicks ont fini quatrième. Victor Oladipo, les Pacers ont fini cinquième. Et en fait, l'exception, c'est Brandon Ingram parce que les Pels étaient 13e, mais il a fait en fait une saison de malade mental. Il n'a pas juste amélioré ses stats, il a fait partie des meilleurs joueurs de la saison. Il a été l'un des 7 joueurs à faire 24 points, 6 rebonds, 4 assists à un steal, et il a mis plus de 3 points sur cette saison que sur ses 3 saisons précédentes réunies. Donc, je pense pas que Haliburton peut dès cette saison faire partie des 15-20 meilleurs joueurs de la saison. Et c'est pour ça que je le vois pas MIP. Pour moi, le MIP, même si en fait sur le niveau, techniquement, il a le niveau d'un MIP, il aura pas assez de considération vu qu'il jouera dans une équipe qui va perdre. Et pour moi, le MIP va sortir, ça va être un jeune qui va progresser, mais d'une équipe qui va aller en playoff minimum, quoi. Je rejoins Gabin. Bon, Gabin a fait ses recherches. Moi, je me suis dit, bon, quelqu'un les a déjà fait pour moi. Quelqu'un les avait déjà fait pour moi. Du coup, sur Bookies, toujours regarder les parieurs. Sur Bookies.com, j'ai pu trouver que depuis 2012, tous les MIP ont fait les playoffs, à l'exception d'un, et 46 victoires de moyenne. Le MIP, en moyenne, depuis 2001, les mecs ont augmenté leur moyenne de points de 7,7 points. Et il y en avait que 2 qui étaient au-dessus de 17. Haliburton était déjà au-dessus de 17. Pour moi, Haliburton part de trop, en fait, pour être MIP et n'aura pas cette considération collective, etc. Tom, je te laisse carte blanche. Est-ce que tu veux parler d'Haliburton? Est-ce que tu veux parler des Pacers avant qu'on enchaîne sur la prochaine équipe? Bah, le truc avec les Pacers, c'est en fait ce qui pourrait potentiellement humainement expliquer un over-under aussi haut, c'est la notion de guard play, puisque avec Haliburton et McConnell, t'as 48 minutes de joueurs qui font pas n'importe quoi avec le ballon, donc du coup tu évites les turnovers et tu as à chaque fois un porteur de balle décent qui est bon défensivement et qui est un joueur intelligent. Et t'as aussi l'aspect peut-être Carlisle qui n'est pas qui est un coach quand même assez sérieux sur ce genre de choses, même si bon il y a eu des passages assez compliqués avec Dennis Smith, mais voilà c'est un coach qui est quand même sérieux sur ce genre de choses. Après moi le truc avec cette équipe là, c'est que l'an dernier quand Haliburton est arrivé, c'est une équipe qui est quand même montée dans le top 15 à l'offensive rating en deuxième partie de saison. Alors oui, les stats de deuxième partie de saison, ça vaut ce que ça vaut, puisqu'il y a beaucoup d'équipes qui ne jouent pas, mais c'est quand même quelque chose à surveiller. Donc on a peut-être avec Tyrese Haliburton le prochain peut-être leader d'attaque, peut-être joueur héliocentré avec un système autour de lui. Mais après, je pense que c'est une équipe qui sera plus bas, tout simplement parce que c'est une équipe qui sera poussée par la gravité en fait, qui sera poussée par la gravité des équipes autour d'elle. Et puis aussi par le fait que je pense que c'est une équipe qui va vite se débarrasser de Buddy Hield, Miles Turner. Ces gars-là, ils vont pas. Après ce qu'on a vu là, ces gars-là, ils vont pas. Tu vas pas risquer de prendre 2 wins ou des choses comme ça avec des gars comme ça, sachant que sur leur poste, tu as déjà quand même t'as pas mal de choses. Tu parlais de Jalen Smith, il y a Isaiah Jackson, il y a encore Goga Bitadze, notamment au poste d'intérieur et sur le poste derrière, en dehors de Buddy Hield, t'as Benedict Mathurin qui vient de drafter et t'as aussi Chris Duarte que tu as mentionné. Donc t'as déjà la relève déjà sur les postes où ces gars-là sont. Donc je pense qu'ils vont pas faire de vieux os et ça va descendre ça va descendre l'équipe tout simplement. Eh bien enchaînons, messieurs, parce que on prend du retard. La Chicago Bulls, avant-dernière équipe aujourd'hui. Du coup, par rapport aux Chicago Bulls, on a 38,1 du côté d'ESPN. L'année dernière, 46 victoires, 36 défaites, 14e attaque, 22e défense, toujours d'après les stats de Cleaning de Glass. On les a donc en dehors du play-in. La grosse tuile du côté des Bulls, c'est Lonzo Ball, le cas Lonzo Ball qui commence à devenir très inquiétant. Les relais qu'on a eu, enfin les rapports qu'on a eu du côté de Chicago annoncent que on le verra pas en début de saison et que le scénario d'une absence complète commence à être évoqué sur la saison, ce qui est jamais un bon signe quand cette porte-là commence à être entrouverte. Question, comment résoudre la problématique liée à l'absence de Lonzo Ball? Lonzo Ball l'année dernière qui était arrivé du côté de Chicago, qui avait trouvé son rôle après la signature du contrat, qui veut partir sur les Bulls, qui est inspiré par ce sujet. Bulls, je
Tom lève la main. Tom, c'est le plus l'expérience fait là c'est l'expérience qui fait tout parce que Tom il a dégainé tout de suite. Allez, je lève la main. Allez, on fera Tom et ensuite je donnerai la parole à Gabin. Vas-y. Ben pour Chicago, pour répondre à la question, Lonzo Ball, là où il était important pour eux, c'était vraiment le chaos et la génération du jeu de transition, notamment avec son duo sur Caruso sur la défense. Et je pense que c'est quelque chose que tu pourras difficilement remplacer des deux côtés, mais tu peux quand même remplacer une des choses. Donc soit tu pars sur quelque chose de plus défensif et tu mets un joueur qui est simplement capable de défendre sur les postes 1. Donc tu peux mettre par exemple Caruso dans le 5 avec un peu en 3&D quoi, Caruso un peu en 3&D avec aux côtés de Lavigne et de DeMar DeRozan qui lui aurait le rôle de meneur de jeu, ou sinon tu peux leur ajouter leur jeune rookie de l'an dernier qui a fait un peu sensation, Ayo Dosunmu, mais qui est un petit peu plus offensif que Caruso. Donc je pense que peut-être qu'ils vont garder Caruso en seconde unité, puisque le côté KO va faire un petit peu plus de mal, notamment avec des porteurs de balles de deuxième unité qui sont un petit peu moins aguerris à ce type de défense. Mais je les vois plus tenter quelque chose avec Dosunmu et peut-être Pat Williams ou un duo comme ça pour compenser en fait ce que fait Lonzo Ball, puisque Lonzo Ball c'est de facto sur le starting line-up sur le papier c'est le poste 1, mais c'est pas le meneur de jeu de l'équipe. Est-ce que c'est pas ça, Gabin, la problématique avec les Bulls, c'est qu'on a Zach LaVine, on a DeMar DeRozan, comme l'a dit Tom, ce qui fait que le usage de Lonzo, il est à 17 l'année dernière. Enfin, pour un meneur titulaire NBA, 17 de usage, c'est très très peu. Du coup, est-ce que ça facilite pas un peu le remplacement d'avoir un profil comme ça? Mais je pense qu'on pourra jamais jamais. Avec cet effectif-là, on pourra pas le remplacer, que ce soit avec Dosunmu ou Caruso, parce que par exemple. En défense, oui, Caruso est capable de défendre, Dosunmu aussi, mais Lonzo, l'avantage qu'il avait, comme son frère en fait, Lamelo, c'est des grands meneurs et du coup ils sont meilleurs en défense près du panier, parce qu'ils peuvent jouer plus grand. Je crois qu'il fait 1m98, ouais c'est ça. Et ce que Caruso n'est pas capable de faire. Et ensuite, même au niveau des 3 points, parce que si on parle, en fait c'est un peu un 3&D mais en poste 1. Et au niveau des 3 points, il est beaucoup plus efficace que Caruso et Dosunmu. Donc je pense qu'on peut, avec ces deux-là, on peut limiter la casse, on peut leur donner une partie des rôles qu'avait Lonzo. Mais pour moi, la perte de Lonzo est beaucoup trop grave parce qu'il avait trouvé un vrai rôle dans cet effectif. Et je suis vraiment pessimiste sur cette saison pour les Bulls, juste à cause de cette perte en fait. Même bilan pour toi, Amine. Puis du coup, Amine, c'est la réaction. C'est celui qui va réagir à chaque fois au classement d'ESPN, Amine. Est-ce que tu es d'accord avec cette place de en dehors du play-in? Ce sont les Kings de l'Est, du coup. Moi, je suis pas d'accord avec ce classement. Je pense qu'ils ont un plancher plus élevé que ça, en fait. Quand tu as DeRozan et LaVine dans ton effectif, je trouve que leur plancher est plus élevé. Je dis pas qu'ils seront pas à cette position, mais ça me paraît être une équipe supérieure tout de même. L'absence de Lonzo, ça va leur faire mal. Comme on l'a dit, en fait, ceux qui peuvent le remplacer ne peuvent pas apporter en même temps tout ce qu'a apporté Lonzo, parce que Lonzo, comme l'a dit Tom, c'est 3&D sur attaque placée et la transition, c'est le porteur de balle et c'est un super joueur de transition. Donc les deux en même temps, c'est compliqué. Dosunmu ou Caruso vont apporter le côté 3&D et un Dragic va t'organiser le jeu avec la seconde unit puisqu'ils ont récupéré Dragic. Mais je pense que avec le plancher de cette équipe est plus élevé, ne serait-ce que par DeRozan et LaVine en fait, tout simplement. Et on sous-estime peut-être que les stats ont peut-être sous-estimé en fait le niveau de la seconde unité, puisque au final quand t'as quand même Dragic en porteur de balle secondaire, t'es pas obligé de jouer avec Kobe White. T'as peut-être potentiellement Pat Williams s'il n'est pas dans le 5. Enfin, ils ont commencé des matchs de pré-saison où Pat Williams n'était pas dans le 5. Donc peut-être pour lui avoir un petit peu plus d'opportunités offensives. Et t'as quand même Drummond qui est un backup pivot quand même solide, quoi. Enfin, ok, c'est pas un titulaire machin, mais c'est quand même un backup pivot solide. Donc t'as quand même un plancher dans ta seconde unité qui est plutôt intéressant. Donc ouais, peut-être que les projections sont un peu trop basses.
Et puis et je pense que les projections aussi n'aiment pas forcément Vucevic et l'historique de blessure de Lavine. Non, la vraie Vraiment, question, c'est... Ah, vas-y, Amine, vas-y. Juste Draymond, en saison régulière, en backup pivot, c'est bien en vérité. Hein. C'est après que ça se gâte. Effectivement, on va continuer à dérouler les équipes, mais je suis un peu dubitatif quant aux 3 équipes de dessus, en fait. Hein. Surtout une en particulier qui arrive en 10, que je ne comprends pas pourquoi cette équipe se place en 10 d'ESPN. Bref, si vous avez suivi un peu l'intersaison chez Dunk Hebdo, vous devez vous dire qu'il y a une équipe à l'Est dont on n'a toujours pas parlé, c'est assez surprenant. Ce ne sont pas les Wizards, dont on va parler juste après. Les Wizards sont annoncés à 40 victoires tout pile. Du côté des Wizards pour la dernière équipe dont on va parler aujourd'hui. Les Wizards de l'année dernière, c'est 35 victoires, 47 défaites, 22e attaque 20. Je suis en train de me dire que j'ai donné que des nombres de chiffres dans les 20 aujourd'hui, en fait, à chaque fois. Il y a jamais eu de top 10, c'est un peu normal. 22e attaque, 25e défense. Je vais revenir avec toi, Amine, parce que c'est une question que tu as proposée. Porzingis, qu'on a vu en fin de saison avec les Wizards et qui a été, moi je trouve plutôt fringant. Enfin moi je trouve par rapport notamment à son début de saison au Mavs, c'était un meilleur joueur avec les Wizards. Je pense que c'est difficilement discutable. Est-ce que c'est plus viable en 4 ou en 5 et quid de Daniel Gafford? C'est ta question. En fait, la question va ensemble parce que la réponse, je trouve, elle est assez facile à répondre. C'est que Porzingis, aujourd'hui, c'est un 5. Il peut pas défendre des 4. Donc, à partir du tu peux pas défendre des 4, tu es un poste 5. Pourquoi je pose cette question? C'est plus l'apport de Daniel Gafford que j'apprécie personnellement pour ses qualités défensives et de rim run en attaque vont peut-être manquer. Surtout que Porzingis est capable de protéger le cercle, mais tu es pas face à une assurance tout risque avec lui en défense. Je pense que c'est une évidence qu'il va jouer poste 5, surtout avec l'armada de forward que s'est construite les Wizards. Ça serait bête d'utiliser Porzi sur ces postes-là quand tu peux tourner avec Kuzma, avec Hachimura, avec Avdija, avec Will Barton qui ont été récupérés cette année. Ça fait un effectif très complet. Moi, je les trouve intéressants, en tout cas les Wizards, mais j'ai des réserves sur l'utilisation de Porzi en 5. En fait, c'est plus ça. Je pense que offensivement, Porzi leur va faire beaucoup de bien, mais en défense, je suis pas certain de l'apport. Porzingis qui a participé seulement à 60% des matchs en carrière, en saison régulière. C'est la petite stat que je vous ai concoctée. Donc, est-ce qu'il aura pas aussi le temps? Je vais venir avec toi, Gabin, puis je vais terminer avec toi, Tom. Est-ce que Gafford aura pas aussi du temps de jeu parce que Porzingis risque de rater mécaniquement de rater certains matchs? Ce que je me suis dit, hein, finalement on se demande, mais en fait Porzingis, vu que c'est pas sûr qu'il joue tout, c'est quand même bien d'avoir Gafford qui peut être titulaire et qui peut vraiment faire le taf en titulaire. Et même si Porzingis sort de ta rotation, t'as quand même un poste 4 efficace avec Kyle Kuzma, très efficace même. Donc finalement, bon, c'est si Porzingis se reblesse et loupe des matchs, bon, la rotation Kuzma-Gafford, ça passe. C'est pas incroyable, mais ça passe. Après, Porzingis, moi je le vois, même s'il a un peu de limitation à défendre sur les 4, je le vois en 5. Parce que ce qui t'apporte offensivement quand il joue poste 5, c'est incroyable en fait. Tu peux faire des pick and pop, t'as un spacing optimal. Et du coup, ça fait sens de le voir là. Moi, la question de Amine, honnêtement, je voyais pas. En fait, le débat se posait pas tellement avec le poste 4, tant il est efficace au 5, quoi. Parce que Amine est un fan de Daniel Gafford, je pense. C'est c'est ça, Tom. Qu'est-ce que du coup, pour répondre à ça? Puis, du coup, Tom, te faire réagir aussi par rapport aux Wizards, qui sont donc annoncés par rapport au preview d'ESPN. 11e, donc dernière équipe. Ah non, j'avais dit les Bulls sont les Kings de l'Est, c'est faux. Les Wizards sont les Kings de l'Est, qui sont annoncés 11e à 40 victoires. Franchement, moi, je pense que, bizarrement, je ferais quand même Porzingis jouer en 4 Sérieux? pour mettre Gafford titulaire pour avoir une double lame. Parce que vu que la défense sur le périmètre sera poreuse, je pense qu'avoir une double protection de raquette en fait, je pense que le seul espoir des Wizards, c'est de jouer grand. Et en fait, si tu te ramènes avec une line-up avec Kuzma sur le poste 3, Porzingis sur le poste 4 et Gafford en protection de 5 sur le poste 5,
je pense que tu vas beaucoup dissuader les joueurs qui vont prendre le périmètre et tu vas forcer beaucoup plus de mid-range que si tu joues avec un format classique. Et je pense que pour aller même plus loin, je serais même prêt à faire Avdija peut-être défendre sur les postes 1 et avoir que Bill en mec petit, tu vois. Après, ça va peut-être pas fonctionner. C'est peut-être quelque chose qui va être utilisé uniquement par parcimonie ou par séquence pour, je sais pas, dans le clutch ou quelque chose comme ça. Mais moi, c'est quelque chose que j'aimerais voir. Je pense que c'est une équipe qui peut, un peu comme la saison dernière, qui peut partir peut-être avec une grosse défense pour prendre de l'avance et compter sur une amélioration du scoring de Bill pour pouvoir faire le reste. Après, encore une fois, hein, si la logique voudrait que Porzingis commence au poste 5, mais après, enfin, quand tu regardes le starting five, t'as une problématique peut-être à l'aile, puisque au final, si tu joues avec Kuzma et Porzingis, il te faut un peu, on va dire, t'obliger en fait de mettre Avdija sur le poste 3. Moi, je trouve qu'il est plus intéressant sur le poste 4. Quid de Will Barton que tu vas peut-être faire sortir du banc, et ensuite sur le backcourt, t'es vite petit en fait si tu joues avec Monte Morris. Donc après, si s'il part par exemple avec Delon Wright, notre fameux ami Delon Wright, le GOAT des Hawks, Delon Wright, sur le poste 1 et qui le font jouer avec dans le premier 5 avec par exemple Porzingis en poste 5, ça peut avoir du sens pour après avoir un organisateur de jeu en seconde unité avec Monte Morris qui là pourrait te permettre de générer plus de choses pour Gafford, puisque c'est un meilleur joueur de pick and roll en fait pour Gafford. Donc, ils ont des options, mais est-ce que ces options sont vraiment toutes viables? Moi, j'aurais tenté un truc de fou. Je vous trouve super fan de Gafford en fait. En fait, pour moi, Gafford, il se rapproche d'un mec qui chouïa théorique encore. Hein. Au niveau des fautes, il est dans le top 20 NBA. Sur 36 possessions, c'est un mec qui fait énormément de fautes. Enfin, il suffit de regarder les stats quand il fait beaucoup de fautes. Je vois le potentiel rim run. Il a en plus cette réussite au lancer franc qui le rend assez intéressant, mais ça reste un jeune joueur qui est sous contrat jusqu'en 2025-2026. Il n'y a pas besoin de rusher, en fait. Pour moi, il peut être titulaire dans un an si avec Porzingis, il se passe des choses, etc. Je trouve peut-être que le cas Cleveland a peut-être trop influencé la matrice et la manière de penser. Jouer avec deux grands, ça reste quand même une exception et tout le monde n'est pas Evan Mobley sur sa saison rookie en fait. Donc je me méfie beaucoup de ce jeu-là et je me méfie surtout. Tu peux avoir la possibilité, si tu mets Gafford backup, d'avoir 48 minutes de bonne protection de cercle. Pourquoi tirer jouer les deux ensemble et peut-être sur des minutes backup avoir moins de cette qualité-là. Moi, Gafford, pivot titulaire d'une équipe qui a pas des ambitions, mais qui vise peut-être le play-in, je suis pas si fan de Gafford que ça, en fait, perso. Après, le problème de ce que tu as dit, si par exemple je pense que tu peux avoir vite fait un problème de minutes, en fait, puisque sauf si on compte sur la blessure de Porzingis, on ne souhaite ça à personne, mais même si on sait que ça va forcément arriver avec vu l'historique il y a plus de chances que ça arrive que ça n'arrive pas vu l'historique du joueur. Mais en fait, au final, si tu gardes Gafford dans un rôle uniquement de backup, je vois pas comment il joue plus de 25 minutes. Mais pour moi, il doit pas jouer plus de 25 minutes en fait. Ou il est en foul trouble tous les matchs en fait. Enfin, j'ai beaucoup de mal avec. Pour moi, c'est un jeune pivot. Laissez-lui encore un an. Et lui, il peut être titulaire l'année prochaine et Porzingis va qu'à d'autres cieux. Enfin bref. On arrive bientôt aux 55 minutes. On devait pas dépasser 50. Je mets donc un terme à cette preview. C'est sportif cette année. On enchaîne les équipes. On se retrouvera dans 2 jours. Hein, vous le savez, là, c'est tous les 2 jours. Vous avez un podcast pendant ces previews. Pour là, on sera vraiment dans le milieu du milieu avant d'entamer les meilleures équipes. Je vous remercie, Gabin, Amine et Tom, pour avoir présenté ces 6 équipes avec moi. N'hésitez pas à partager ce podcast, n'hésitez pas à réagir aussi sur Twitter, dans les commentaires YouTube, etc. Et puis nous, on se retrouve très vite. Et puis on vous souhaite une bonne journée. Salut! Salut! Salut!